Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Sunt Ștefan Bratosin și împreună cu Mihaela Tudor am deosebită plăcere să reprimesc în cadrul acestei ediții a emisiunii Semne și Simboluri pe Philippe Vialon, profesor universitar, doctor la Universitatea din Strasbourg. Philippe Vialon, bienvenue, revenu dans notre émission. Bonjour Stéphane Bratosin. Ca de obicei, înainte de a aborda subiectul din această ediție, o invit pe Mihaela Tudor să ne prezinte invitatul nostru. Je vous dis soyez le bienvenu dans notre émission. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois et le plaisir est encore doublé du fait que vous êtes ici encore avec nous en Roumanie, à Arad, à l'université Aurel Vlaicu, lors de ce colloque qu'on a pu partager ensemble sur 2 journées. Aujourd'hui, on aura l'occasion de parler d'autres événements dans un cadre très particulier que j'ai hâte d'évoquer tout à l'heure. Merci de votre invitation. Je suis très content d'être de nouveau avec vous et de pouvoir parler avec les collègues de cet événement qui est très important. Mersi beaucoup. Vă spun și eu, bine ați revenit în fața micilor ecrane în această săptămână. Vă reamintesc că Philippe Vialon este un profesor universitar la Universitatea din Strasbourg. Este specialist în tehnologie și comunicare. Este ratașat la laboratorul LISEC și una dintre misiunile, pentru că sunt nenumărate misiuni pe care profesorul Vialon le asumă, este aceea de responsabil al catedrei UNESCO de practici jurnalistice și mediatice între mondializare și diversitate culturală, care este localizată la Universitatea din Strasbourg. De asemenea, Philippe Vialon este conducător de doctorat în domeniul științelor comunicării și, bineînțeles, temele pe care conduce doctorate sunt cele legate de comunicare, tehnologii și comunicare, turism și alte axe vecine. Propun să trecem la discuția noastră imediat, pentru că vom vorbi despre un subiect interesant și anume cel legat de ce înseamnă o catedră UNESCO. Philippe Vialon, je viens de dire à nos téléspectateurs que le thème de cette émission sera particulièrement intéressant parce qu'elle portera sur une mission qui vous est chère, c'est la chaire UNESCO. Donc vous avez la responsabilité, la chaire pratique journalistique et médiatique entre mondialisation et diversité culturelle. Cette deuxième partie de l'intitulé de la chaire m'a toujours interpellée. Parce que, bon, on comprend journalisme, média, mais cette deuxième partie porte, je crois, sur la mission générale des chaires UNESCO, et nous parle un petit peu de son historique, de ce qu'elle vise, etc. Donc je vous invite à nous présenter qu'est-ce que ça veut dire les chaires UNESCO, parce qu'il y en a plusieurs dans le monde, et quelles sont les missions spécifiques et dans quel contexte ce dispositif a été construit, proposé, et puis pour quel but et pour quels objectifs. Oui, alors si vous me permettez, je crois qu'il faut d'abord expliquer ce qu'est l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une organisation internationale qui dépend de l'Organisation des Nations Unies, qui est, je dirais, l'organisation la plus haute dans toute la hiérarchie au niveau mondial. Et l'UNESCO est particulièrement en charge des questions d'éducation, de sciences et de culture. Donc c'est un domaine vraiment très important. L'UNESCO a son siège à Paris, mais c'est une organisation donc qui gère pour l'ensemble du monde entier ces questions qui sont essentielles dans l'avenir de l'homme. Alors, l'UNESCO a plusieurs manières d'agir. Une, c'est par exemple de déterminer, ça c'est des choses que les gens connaissent bien, que tel lieu, telle ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais elle a aussi un autre moyen qui est très important, c'est celui de la recherche.
Et donc c'est dans le cadre de cette volonté de développer la recherche que l'UNESCO a créé des chaires UNESCO. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une chaire? C'est un lieu où on va faire de la recherche et c'est un accord entre l'UNESCO et les universités parce que les deux estiment que certains domaines sont très importants à développer par rapport au développement de la société. Et d'où doit émaner la proposition d'une chaire? Alors, la proposition de la chaire, c'est à la fois au niveau local, c'est-à-dire une université, mais aussi c'est l'UNESCO. Et il y a un troisième partenaire qui est important, c'est que ces chaires sont regroupées selon leur discipline. Par exemple, moi, ma chaire fait partie d'un réseau qui s'appelle Orbicom, donc c'est l'ensemble des chaires de communication dans le monde entier. On est plus d'une quarantaine, il y en a vraiment en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe. Il n'y en a pas en Roumanie, ça serait peut-être aussi une bonne idée d'en créer une. Et donc, au sein de cette quarantaine de chaires du réseau Orbicom, nous travaillons tous ensemble au niveau mondial sur les problèmes liés à la communication. Est-ce qu'il y a un lieu où se concentre plus de chaires sur les autres continents par rapport à l'Europe? C'est vrai que l'Europe est assez développée, mais véritablement, il y a un réseau mondial. Il y a un réseau mondial, donc si on imagine la carte du monde, on peut en trouver sur tous les continents? Exactement. Ben, pour tout vous dire, nous nous rencontrons une fois par an. L'an dernier, j'étais à Lima. L'année d'avant, j'étais en Indonésie. Donc, véritablement, il y a une très bonne répartition. Plus exactement, quelle est l'activité que vous développez dans le cadre de la chaire UNESCO dont vous êtes responsable à Strasbourg? Alors, cette chaire est intitulée « Pratiques journalistiques et médiatiques », c'est-à-dire que nous nous interrogeons sur qu'est-ce qui se passe lorsque les informations sont diffusées, et ça, je dirais, c'est quelque chose qui est un peu un héritage du XXe siècle, où les médias ont pris une place importante dans la société. Donc nous analysons tous ces phénomènes-là. Et lorsque j'ai repris cette chaire il y a 5 ans, j'ai estimé qu'il y avait une évolution dans la société et que les médias avaient changé. Entre-temps, Internet était arrivé. Et notamment, au sein d'Internet, il y avait les médias sociaux qui avaient pris une très grande place. Donc, dans la proposition que j'ai faite à mon université et à l'UNESCO, j'ai insisté sur le fait que je souhaitais travailler sur les médias sociaux parce que nous tous, vos téléspectateurs, utilisent tous les médias sociaux et on voit la place qu'ils prennent aujourd'hui. Donc, notre objectif, c'est de comprendre de ce qui se passe pour à la fois aider les politiciens à prendre les bonnes décisions, pour que les parlements créent les bonnes lois, parce que ces nouvelles pratiques exigent d'être encadrées. Et un deuxième point qui est très important pour nous à l'UNESCO, c'est que, et pour revenir à votre question sur mondialisation et diversité culturelle, il est clair que ces nouveaux médias Internet créent un réseau mondial. Donc la mondialisation est là, on la connaît très bien d'un point de vue économique. Mais cette mondialisation est là aussi d'un point de vue de l'information. Mais on sait bien que dans les sciences humaines et sociales, dès qu'il y a un mouvement d'un côté, il y a un contre-mouvement. Et ce contre-mouvement, c'est celui de la localisation qu'on oppose souvent à globalisation. Et nous sommes tous d'avis que cette localisation est très importante et ce n'est pas parce qu'il y a une mondialisation d'un côté qu'on doit perdre nos caractéristiques. Nous pouvons être roumains, européens et citoyens du monde. Et ça, c'est très important pour l'UNESCO. Nous défendons toutes les langues, toutes les cultures, et c'est l'objet de faire en sorte que nos recherches mettent en évidence tout ce qu'il faut faire pour que chacun reste qui il est, tout en s'intéressant bien entendu à l'autre. Vous êtes en contact, en lien avec le monde politique, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que ce contact n'est pas un peu paradoxal, compte tenu que le monde politique, c'est un monde
qui exerce une autorité d'une certaine manière, alors que les médias sociaux viennent un peu pour diluer ce pouvoir. Ce type d'autorité traditionnelle, qui est devenu un peu plus liquide aujourd'hui. Et ça me semble une vraie problématique. Oui, non, vous avez complètement raison, mais si vous voulez, nous sommes des chercheurs. Comme en sciences dures, nous sommes en sciences humaines, donc notre travail est peut-être moins visible. Mais, et en tant que chercheurs, nous observons. C'est-à-dire notre rôle que nous pourrons avoir, c'est un rôle de conseil vis-à-vis du politique. Alors je dirais du lobbying, mais au bon sens du terme. Nous leur disons voilà ce que nous avons trouvé dans nos études. Il faudrait que vous développiez une loi qui permette, par exemple, de protéger contre les violences sur Internet. Une chose qui est complètement inadmissible. Donc là, nous essayons d'avoir une action, mais sinon, nous sommes observateurs, nous essayons de comprendre. Du coup, nous ne voulons pas être actifs dans cette voie politique. Vous défendez des valeurs et non pas des objectifs politiques, des valeurs humanistes. Oui, surtout que nous sommes dans une autre temporalité. Voilà. Nous chercheurs, nous ne cherchons pas à nous faire réélire dans 4 ou 5 ans par nos électeurs. Absolument. Absolument. Exactement ce que j'avais là. D'où l'intérêt d'un tel réseau et d'une telle activité sur le plan international, compte tenu des différentes orientations politiques du monde. Exactement, surtout que ce réseau Orbicom existe, ça va être la grande opération de l'an prochain, depuis 25 ans. Depuis 25 ans a été créé ce réseau qui est au cœur des échanges et des évolutions de la société. Bien entendu, il y a des chaires UNESCO en physique, en chimie et dans d'autres disciplines, mais en communication, on voit bien qu'on est tous les développements avec les nouvelles technologies, toutes les démocraties, tout ce qu'on peut, le quotidien des individus, on est vraiment au cœur de ces échanges-là. C'est très intéressant de voir la manière dont les nouvelles technologies approchent les informations et en même temps la manière dont le politique utilise les nouvelles technologies. Tout à l'heure, vous parlez de la violence d'une manière générale sur les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, mais est-ce que, de l'autre côté, ce travail que vous faites n'est pas une manière de prévenir, je dirais, des pathologies de communication sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire toutes les informations dénaturées, les fake news, tout ça. Alors, le problème que vous soulevez est vraiment important parce qu'on se rend compte qu'on est au cœur du fonctionnement des démocraties. À la fois, nous souhaitons avoir une information, et cette information qui était autrefois portée uniquement par la presse, la radio et la télévision est portée aujourd'hui par Internet. Et par n'importe qui. Sachant que sur Internet, vous avez à la fois ces mêmes anciens médias qui se retrouvent, donc une information vérifiée, une information qui peut être dirigée parce qu'on est dans tel site gouvernemental. Donc, mais à côté de ça, il y a aussi une information sans étiquette qui peut être juste comme il peut être fausse. Et vous évoquiez à juste titre les fake news. Donc, ce qu'on appelle en français maintenant les infox, un mélange d'intoxication et information. Donc, que l'intox, tout le monde peut diffuser d'intox, même si la désinformation existe depuis très longtemps. Absolument. Mais aujourd'hui, il y a une telle caisse de résonance avec les médias sociaux, avec en plus ce point qui est assez récent, c'est que même des gouvernements n'hésitent pas à utiliser l'infox comme stratégie politique. Et là, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et notre rôle, c'est effectivement d'essayer de comprendre ça et de montrer que ce qui est au cœur donc, de ces échanges, c'est-à-dire la liberté des individus, la liberté des citoyens, la liberté des consommateurs, parce qu'un consommateur doit être aussi libre de ses choix, on est vraiment au cœur et qu'il faut trouver de nouvelles règles, de nouveaux comportements par rapport à cette information.
Je voulais rester sur une idée que vous venez d'énoncer qui est très importante et je voudrais que les téléspectateurs la comprennent bien. Même la communication publique, la communication des institutions de l'État est touchée par cette pathologie de l'infox, parce que au moins dans les pratiques, on pensait, dans les études, on pensait que la communication publique, elle est faite pour informer le citoyen sur ce qui se passe, sur les activités des gouvernements, sur ce qu'ils font pour le bien public. Mais aujourd'hui, ça pose problème au niveau de ce que c'est le bien public. Le bien public, c'était le bien peut-être économique plutôt, mais aujourd'hui, le bien public, ça peut se définir aussi en termes de rapport à l'information et à la vérité. Je ne sais pas, je le dis comme ça, mais la vérité, bon, voilà ce qui se passe effectivement au-delà de toute interprétation et manipulation. Mais c'est la grande chance qu'aujourd'hui les individus, les citoyens et les citoyennes, c'est d'avoir accès à énormément de sources d'informations. Sur Internet, vous pouvez aussi bien aller écouter CNN que Al Jazeera, que RT, la chaîne russe. Oui, mais l'infobésité fait qu'on ne peut pas travailler et tout ce qu'on reçoit. C'est là l'important d'avoir des relais d'opinion, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout ce travail, qui, eux, vont faire ce travail de décryptage, de décodage. Nous avons par exemple en France des journaux, un journal sérieux qui s'appelle Le Monde, qui a créé une rubrique, les décodeurs, qui montre que telle information ne peut pas être vraie pour telle ou telle raison, donc qui fait tout ce travail de décryptage que le citoyen n'a pas le temps de faire au quotidien. Mais je dirais déjà, d'avoir accès à la pluralité d'informations, ça me paraît l'essentiel. Une fois qu'après on a éduqué le citoyen pour arriver à décoder tout ce qu'il a en face de lui, on a déjà fait un grand pas. Je pense que vous êtes associé à de nombreuses manifestations scientifiques sur la démocratie, sur la promotion des comportements citoyens. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de telle manifestation que vous avez organisée ou que vous allez organiser? Oui, mais bien entendu, c'est notre quotidien. Dans la semaine prochaine, à Strasbourg, dans le cadre du Forum mondial de la démocratie, nous organisons une journée sur les femmes et Internet. Et puis, dans un peu moins d'un an, en mai 2019, nous avons un grand colloque annuel d'Orbicom. Donc, tous les collègues du monde entier vont venir à Strasbourg, à l'occasion en plus de ces 25 ans. Et là, le thème de cette journée, qui a été décidé en accord avec l'UNESCO, parce que c'est quelque chose que l'UNESCO suit dans le temps, et par rapport à votre remarque de tout à l'heure, les politiques, nous sommes avec le temps, alors que les politiques ont une temporalité limitée. Le thème de cette manifestation sera la liberté d'expression entre infox et intelligence artificielle. Et là, on est au cœur de la problématique où, je dirais, à la fois on est dans l'ancien, l'information est là et elle est essentielle aux citoyens et aux consommateurs, hommes ou femmes, mais les nouveaux médias, les nouveaux moyens d'expression lui donnent une toute autre information et donc il faut revisiter ce qu'on avait pu penser avoir réglé une fois pour toutes. Je vais revenir sur cette manifestation, mais je voudrais aborder un sujet qui me semble très intéressant et qui vous préoccupe également, c'est la montée du populisme. Je sais que vous avez organisé il y a quelque temps une conférence qui a eu comme thématique justement ce phénomène qui touche à peu près tous les continents. Et je voudrais un peu savoir quels ont été les résultats de cette
cette journée d'études que vous avez organisée, puisque c'est un vrai problème aussi dans l'Europe et surtout dans l'Europe de l'Est. Par ailleurs, vous avez interpellé lors du colloque comme symbole sur le populisme par un doctorant du Brésil qui était extrêmement intéressé d'avoir votre avis sur cette question, parce que bon, il vient d'élire un président qui est étiqueté comme étant populiste. Alors, si vous voulez, l'avantage de travailler dans une chaire UNESCO, c'est qu'on a une vision internationale. On peut toujours faire, en tant que chercheur, une comparaison entre 2-3 pays, mais quand régulièrement on a cette ouverture vers le monde, on a une vision véritablement plus intéressante. Et une des conclusions auxquelles on est arrivé dans notre réflexion, c'est qu'il y avait à la fois des éléments communs et à la fois des éléments différents. Les éléments communs au populisme, c'est qu'il y aura toujours un individu qui sera mis en avant et qui va tenir un discours très proche de lien direct entre lui et le peuple. Il se dira lui-même issu du peuple, il se dira comprendre le peuple, même si des fois il est obligé de faire des exercices un peu compliqués pour prouver qu'il est du peuple alors qu'il n'en est pas du tout. Donc il y a tout un ensemble d'éléments communs, et à côté de ça, il y a des spécificités pour chaque pays par rapport à leur histoire proche ou lointaine, par rapport au fait s'ils ont été colonisés par un autre État ou quoi. Donc à la fois il y a des éléments très proches et il y a des éléments très particuliers qui peuvent expliquer que le populisme dans tel pays n'est pas le même que dans celui d'à côté. Je ne sais pas si vous avez abordé le rôle de la religion dans la montée du populisme. Les racines religieuses du populisme. Non, c'est une question qui n'a pas été traitée. Je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, ça aurait pu, parce que je crois que les religions ont une place importante, parce que tout simplement, elles déterminent la vision que les gens ont du monde, et en tant que telles, elles doivent être intégrées à une réflexion sur le populisme. Je suis bien d'accord avec vous. Vous avez, vous avez parlé de ça sans le nommer, quand vous avez parlé de culture, parce que la religion, ça fait partie de la culture. Donc, si on veut aller plus loin vers la réflexion, c'est à partir de la culture qu'on va le faire. Donc, ces différences culturelles, finalement, font les différences entre les différents populismes qu'on voit dans le monde et sur les continents. Il y a aussi les questions d'un contexte politique particulier, la corruption, par exemple, qui touche, on a évoqué ça, qui touche certains pays, les pays du bloc de l'Est, par exemple, qui sont touchés par la corruption. En Roumanie, par exemple, maintenant, c'est un sujet qui est sur l'ordre du jour des médias, de l'agenda citoyen, l'agenda média, etc. Donc, sur la fin de notre émission, je voudrais revenir sur cette manifestation que vous allez organiser les 13-15 mai, si je ne me trompe pas, 2019. Et je voudrais vous demander quelle est la thématique de cette conférence que vous allez organiser à Strasbourg. Donc c'est un thème qui est d'actualité parce qu'il est vieux de plus de 25 siècles. C'est la liberté d'expression. Déjà dans la démocratie athénienne, on se demandait qui pouvait parler. Eh bien malheureusement, il n'y avait que les citoyens, les femmes n'avaient pas droit de parole, les affranchis non plus, les esclaves non plus, les étrangers non plus. Aujourd'hui, cette liberté d'expression est remise en question par les nouvelles formes, les nouvelles technologies que nous avons, les médias sociaux. Et donc, il faut toujours re-questionner cette question, et notamment avec le problème qu'on évoquait tout à l'heure de l'infox, donc de ces fake news qui circulent et qui maintenant sont même reconnus par les gouvernements. Et puis, un autre point qui est intéressant, c'est l'intelligence artificielle. Cette information qui est produite par des machines, qui non seulement redonnent ce que les humains leur ont mis dans leur cœur, mais qui arrivent à rebondir dessus et à développer une réflexion autonome ou pas, c'est une autre question. Je sais qu'un certain nombre de collègues sont très critiques vis-à-vis du mot intelligence. Pour eux, ça ne peut être qu'humain. On pourrait discuter longtemps, mais je crois qu'il est utile de comprendre que de plus en plus, les machines vont remplacer l'homme. Et je pense que vos auditeurs peuvent s'en rendre compte lorsqu'ils téléphonent. Souvent, c'est des machines maintenant qui nous répondent et non plus des humains. Philippe Vialonș, je vous remercie pour votre présence dans notre émission. Vă mulțumesc că ați fost cu
cu noi, rămâneți în continuare cu Speranța TV, iar pentru săptămâna care vă stă înainte, fiți atenți la semne și simboluri.